Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Pour se lancer en freelance, tout commence donc par un tilt, cette étincelle qui nous pousse à nous engager dans l'aventure de l'indépendance. Puis, la réalité du quotidien nous rappelle rapidement qu'une activité en free doit être rentable, durable et surtout bien gérée. C'est pour cela que j'ai décidé de consacrer le mois de mai 2024 au freelancing, ce mode de travail très convoité. J'avais envie de vous partager des inspirations et des outils pour être bien préparé et bien équipé pour cette nouvelle vie pro. Et je suis ravie de vous annoncer que pendant tout le mois du freelancing, je suis en partenariat avec Blank. Blank, c'est le compte pro des indépendants. Un outil clé en main pour gérer vos finances et votre comptabilité en toute simplicité. En choisissant Blank comme compagnon de route, vous accédez à une multitude de services qui vous aideront à vous focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire votre cœur de métier. Avec Blank, nous partageons d'ailleurs une conviction au sujet du freelancing. Devenir indépendant est un choix professionnel singulier, excitant et exigeant. Et pour que cette aventure soit une réussite, notre mission est de vous aider à comprendre les défis du lancement en freelance et renforcer votre confiance en vous et en votre projet, qui vous permettra d'opérer ce changement pro tant attendu. Pour ce premier épisode du mois du freelancing, j'ai convié Laurie Freitas à mon micro. Préparez-vous à recevoir une grande dose d'inspiration. Laurie a le type de parcours professionnel qui m'interpelle tout particulièrement. Elle est passée de salariée en CDI d'une grosse entreprise leader dans le média et le digital à freelance. Et dans sa vie de freelance, elle a 2 activités professionnelles. D'un côté, elle est fleuriste et de l'autre, elle est consultante en communication digitale pour des artisans. Alors, bien sûr, j'ai voulu mieux comprendre son chemin audacieux et créatif. Je lui ai posé plein de questions. Comment passe-t-on de salarié à freelance ? Comment devenir slasheuse indépendante ? Comment se partage son temps entre ces 2 métiers ? Et puis bien sûr, comment elle organise sa vie de freelance ? Nous avons abordé ses outils de gestion de sa micro-entreprise, sa prospection, sa gestion du temps, ses tarifs. Bref, j'ai mouliné Laurie pendant 1 heure et cette discussion inspirera toutes celles et ceux qui rêvent d'une vie de slasher en freelance. Bonne écoute! Salut Laurie! Salut Léa, merci de me recevoir. Bienvenue sur le Tilt. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. Laurie, on s'est rencontrés dans une autre vie professionnelle. Ouais, Je travaillais pour une plateforme de freelancing et tu étais freelance. exactement. Et donc, on a dû s'appeler à l'époque, s'envoyer des mails pour te trouver des missions. Mais à l'époque, tu étais freelance, mais pendant que tu étais étudiante. Et entre-temps, tu as eu toute une vie professionnelle salariée. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement cette reconversion et puis ta nouvelle vie de slasheuse indépendante. Je vais te poser plein de questions pour comprendre quel a été ton parcours et puis à quoi ressemble ta vie aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire qui tu es, Laurie, sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Alors, du coup, je m'appelle Laurie, je suis née à Paris, grandie en Picardie, limite Champagne-Ardenne, donc plutôt sympa. Revenue à Paris il y a 11 ans pour mes études. Je suis quelqu'un d'assez créatif de base, bonne vivante aussi. J'aime beaucoup vivre ici justement pour toutes les adresses food, etc. Ma vie sociale est aussi hyper importante. Donc pour ça que je suis bien ici aussi, c'est d'avoir mes amis proches et de pouvoir faire plein de choses en lien avec la culture
et la bouffe. Génial. Ça a été une partie de ta vie pro d'ailleurs, Ouais, la food. exactement. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai 2 activités professionnelles. Donc, je suis à mon compte. J'ai à la fois une activité de, on va dire, plus conseil en communication digitale slash social media manager, pour des artisans, des petites marques, des restaurants, et cetera. Et de l'autre part, j'ai l'activité de fleuriste, que j'exerce soit en extra dans des boutiques, soit à mon compte, sur de l'événementiel, pour des mariages, pour des scénographies ou ce genre de choses. Génial. Et c'était quoi ta vie professionnelle avant finalement ce slash? Ouais, ben, avant, j'étais salariée, j'ai été dans un gros groupe qui s'appelle, Webedia, qui a beaucoup d'activités d'influence et de médias, donc les plus connus étant, Allociné, 750 grammes, et cetera. Donc moi, j'étais vraiment sur la partie food. J'avais une mission, on va dire, un peu complète de business development et de conseil en stratégie, pour permettre aux annonceurs de prendre la parole sur les assets Webedia, que ce soit de l'influence, que ce soit, des contenus de prod. Je travaillais beaucoup avec les chargés de production et la boîte de prod de Webedia, pour faire, par exemple, des recettes. Donc, j'ai travaillé, un de mes gros clients était le groupe Seb, par exemple. On faisait des recettes avec Cyril Lignac, pour, pour, Moulinex ou ce genre de choses. Et donc ça, c'était ma vie d'avant, qui a duré, dans ce groupe, 5 ans avec des allers-retours. Ouais, alors en off, on s'en parlait. C'est Oui. intéressant parce que tu as été vraiment, tu été le cliché du salarié boomerang. Oui, Est-ce que tu peux exactement. nous dire cette période d'aller-retour avec Webedia Waouh. parce que c'est très Si intéressant. mes anciens collègues écoutent ça, ils vont vraiment se marrer parce que du coup, ils m'ont fait 3 pots de départ. Mais C'est fort, c'est fort. voilà, c'était le running gag, genre c'est pour les cadeaux en fait. Mais du coup, en fait, j'étais un pur produit Webedia dans le sens où j'ai fait mon alternance là-bas, dans ce qui est maintenant Jellyfish, mais qui à la base était brand services. Donc vraiment, je faisais du conseil édito et du brand content sur, des marques, du Crédit Agricole, Engie, et cetera. Donc j'ai fait vraiment mon alternance là-bas. Je suis partie, donc j'ai fait ce premier mot de départ, aussi parce qu'il y a eu une restructuration. Webedia est très fan des restructurations, et il y avait pas de CDI pour moi à la clé. Donc je suis partie une première fois. Je suis allée dans une petite agence de com où là, ça n'a pas du tout fité. L'ambiance ne m'allait pas, les missions ne m'allaient pas et vraiment, je suis rentrée dans une grande période de déprime. Enfin, vraiment, j'ai pris énormément de poids parce que j'étais à côté des Galeries Lafayette Gourmet et tous les midis, j'allais m'enfiler des macarons parce que vraiment, je déprimais. C'était mon petit truc de me dire, la journée va passer plus vite. Ouais. Et donc, au bout de 3-4 mois déjà, je me suis dit, quelle angoisse, il faut que je reparte. Et à ce moment-là, mes anciens collègues de Webedia me disaient, c'est trop dommage de t'avoir perdu dans la boîte. Il faut que tu reviennes, il se passe quelque chose à la food. Et donc, j'ai passé des entretiens au pôle food et en fait, c'était sur un métier plutôt dimension commerciale et moi, je m'étais toujours jurée de ne jamais faire de commercial. Je n'aime pas la pression des chiffres, je n'aime pas avoir des objectifs chiffrés, j'aime plutôt le côté créatif du métier de la communication, donc du coup, ça ne m'allait pas trop sur le papier. Au final, en me présentant le poste, on m'a dit: «Mais non, mais tu vas voir, enfin, bien sûr, faut prospecter, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça». Donc je me suis dit: «Ça peut être grave sympa» et surtout, moi, je voyais aussi cette opportunité de rentrer dans la food et d'avoir cette dimension food que j'aimais tant. Ouais. Donc j'ai passé près de 2 ans, sur ce poste. C'est un travail assez fatigant et donc on m'avait dit au bout d'un an et demi, «Voilà, tu vas bouger, ton poste va évoluer» et en fait, bah, au bout de presque 2 ans, bim, restructuration, again. Et là, le second Voilà. départ. Et là, je me dis: «J'ai pas la place là-dedans, second départ». Donc je pose ma démission, qui est pas très bien reçue par ailleurs et je pars chez Sens Critique, donc dans le cinéma avec, vraiment cette envie de enfin une autre de mes passions qui est le ciné, sur une création de poste et pareil de business développement. Donc en fait, je me rends compte aussi que je m'enferme un peu dans ce truc-là. J'arrive pas à postuler ailleurs ou quand je postule ailleurs, on me dit: «Ah non, vous êtes commercial, vous faites du biz dev». Ah oui, d'accord. Pff, Tu sens déjà que Ouais. ces quelques années dans un Mmh. poste commercial, finalement, c'est en train de De t'enfermer. m'enfermer. Ouais. Mhm. Donc je prends ce poste en bizdev, création de poste dans une petite structure où je pense ils avaient pas défini ce qu'ils attendaient de ce poste. Je suis arrivée au bout de 3 jours, fallait déjà que j'ai des rendez-vous, avec la SNCF, avec L'Oréal, il y avait même pas d'offre de construite. Enfin vraiment, c'était assez lunaire et donc pareil, au bout de 24-48 heures et moi en plus je suis très, on va dire que
l'ambiance qu'il va y avoir dans l'entreprise et ce que je perçois dès le début, ça m'affecte énormément. Et donc, je suis un peu comme à l'école quand j'étais pas dans la même classe que mes copines, je rentre, je pleure, quoi. Et donc, du coup, là, je suis rentrée, je me suis dit, ça va pas le faire. J'ai fait en plus, donc je suis arrivée là, c'était au début du Covid. Donc, on a été confinés peut-être un mois après que je sois arrivée. Donc, chômage partiel sur un poste qu'on vient de prendre, sur une création de poste pour du bizdev dans le cinéma. Enfin, vraiment, il n'y avait rien Ok. qui s'alignait. Donc la rebelote, La Webedia. rebelote Webedia. Mon ancienne binôme. Un ex toxique qu'on ne peut pas quitter. Exactement, il y a une relation malsaine. Et, et là, on me rappelle en me disant « Ah, mais Laurie, mais là, c'est pour une évolution de poste. Tu vas prendre des gros annonceurs, ça va être chouette, etc. » Donc, j'y suis retournée sur ce nouveau poste. Et en fait, les gens m'ont dit « On a l'impression que t'es pas partie. » Parce qu'en fait, il y avait eu le confinement. Donc, mais oui, t'étais partie. Et donc, j'y suis restée un peu plus de 2 ans et j'ai fait ma rupture conventionnelle à la fin pour changer du coup complètement de vie. Alors, qu'est-ce qui t'a justement mis sur le chemin de la reconversion? Ouais. Bah, en fait, déjà, le fait d'être enfermée dans ce côté commercial, ça me pesait depuis un moment. Et j'ai essayé plein de fois de postuler ailleurs, d'en sortir. Et en fait, quand je voyais, je me faisais démarcher, c'était toujours pour des postes de bizdev, sur des régies, sur des trucs médias qui vraiment me font pas rêver. Enfin, je peux comprendre qu'on aime l'adrénaline du commercial et tous ces métiers, mais moi, vraiment, c'était pas pour moi. Et en fait, il y a un moment, ma boss, Mathilde, est partie en congé maternité pour accueillir son deuxième enfant. Et donc, c'était une période où en fait notre équipe était en restructuration. Donc, une petite équipe au sein de Webedia. Sur la food, on était 4-5, on va dire, avec un poste en apprentissage. Et elle me dit, bon, bah écoute, Laurie, moi, je pars en congé mat. Semaine plus 2 m'a dit, moi, je vais t'aider, mais tu vas être à cheval sur le poste de Mathilde et ton poste à toi. D'accord. Et donc, du coup, là, je découvre le poste du dessus, ce qui aurait été mon évolution professionnelle un jour de directrice commerciale. Beaucoup de stress, beaucoup de politique, beaucoup de Excel et de chiffres. J'essaye de tout absorber en même temps, d'être partout, d'accompagner en même temps mes collègues qui arrivent sur les postes et donc il faut leur expliquer les process, en même temps d'atteindre les objectifs. C'est trop. C'est trop. Ouais. Et vraiment, ça dure 3 mois où vraiment je me dis waouh, ça va plus. Et moi, j'ai toujours eu et je disais toujours à mes alternants, on ne sauve pas des bébés dauphins, on ne sauve pas des vies, genre on se détend. On fait de la pub. On fait de la pub hein, et on vend des trucs pour des marques de food, où vraiment il y en a. Il y avait aussi ça, il y avait un problème de cohérence entre mes valeurs et ce que je vendais quand je faisais de la pub pour des gros groupes de l'agroalimentaire qui sont pas très clean, qui sont des grands acteurs, on va dire, de problèmes dans la santé publique. Si tu veux, j'avais aussi un peu de mal avec ça. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je fais un bilan de compétences, du coup. Je tombe sur une coach incroyable qui a été vraiment, je pense, le moteur et qui m'a fait avancer bien plus vite que je l'aurais pensé dans ce bilan. Je me dis que il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Je sens le besoin de décrocher de l'ordinateur, de plus être enfermée dans un open space, dans un bureau. Qu'est-ce qui, dans ton coaching, t'a permis de réaliser ça? Elle m'a fait pas mal d'exercices de projection en me demandant, par exemple, de me visualiser un moment dans quelque chose que j'aime faire où en fait je suis tellement concentrée qu'il peut se passer n'importe quoi autour, je ne le vois pas. Le flow, voilà, exactement. Et donc du coup, elle m'a demandé de visualiser cet état qui est pour moi quand j'écris. Et donc du coup, elle me demandait d'imaginer ce qu'il y avait autour de moi. Et donc, je voyais un environnement plutôt ouvert, je voyais de la couleur, je voyais des matières, je me voyais plutôt debout, je voyais des gens qui rentraient, qui sortaient. Et en fait, finalement, en tirant le fil, ça ressemble beaucoup à une boutique de fleurs. Donc, je voyais vraiment un atelier pour le coup. Génial. Et c'est un des exercices où je me suis dit, OK, d'accord, il y a quelque chose avec le créatif, mais matière. Et donc, du coup, en avançant petit à petit dans le coaching et dans les exercices du bilan de compétences, je suis arrivée sur le métier de fleuriste. Pour plusieurs raisons aussi, c'est qu'il y avait d'autres métiers qui me plaisaient bien, type joaillerie, etc. Les débouchés ne sont pas les mêmes. Les études ne sont pas les mêmes. Moi, je voulais aussi quelque chose où j'ai pas à reprendre 5 ans d'études. Il fallait que ce soit quand même assez rapide, que je puisse mettre un pied directement dans le monde professionnel. J'avais déjà fait 5 ans d'études, j'étais déjà passée par plein de stages, etc. J'avais pas envie de me refarcir ça à presque 30 ans. Et donc, du coup, je me suis renseignée.
J'ai écouté un de tes épisodes avec Bertrand, du coup, fleuriste. On le salue. Voilà, salut à Bertrand. Et donc, du coup, je me suis dit, ça me paraît pas mal ce job. J'avais la chance d'avoir un de mes très bons amis qui avait une de ses collègues qui était partie en reconversion l'année où moi, j'étais en train de me dire, je vais le faire l'année prochaine. Donc, du coup, on a été mis en relation. Elle m'a aussi beaucoup aidée à me dire ce qu'elle avait fait. Pareil, une autre personne avec qui j'étais à l'école a monté maintenant sa boutique de fleurs à Marseille et elle m'a pas mal aussi aidée sur le process. Je me suis rendu compte que je pouvais faire de l'alternance. J'avais encore l'âge d'être en apprentissage, donc d'avoir un salaire. Donc ça, c'était pas Ouais. négligeable. Donc en fait, c'est le SMIC, mais entre le brut et le net en alternance, il y a 20 euros d'écart. Donc Ouais. c'est hyper avantageux. Et en plus de ça, vu que j'avais réussi à partir avec une rupture conventionnelle, j'avais un accompagnement en plus de Pôle emploi. Donc en fait, mon salaire était quasi équivalent à ce que Ah je ouais, gagnais d'accord. chez Webedia en fixe. Alors, Webedia, c'est pas des énormes salaires, mais pour moi, ça me faisait pas une Oui, grosse c'était descente, quoi. financièrement, c'était plus facile à organiser que si tu cutais ton salaire Exactement. en deux, Ah quoi. oui, Ouais. complètement. Et moi, c'était Mhm. une de mes grandes craintes, le salaire. Je me Ouais. suis dit, waouh, comment je vais faire parce que, voilà, j'ai mon loyer assuré, j'ai un train de vie que j'aime bien aussi. Enfin, voilà, Ouais. je disais, j'aime bien les restos, j'aime tout ça. Bah, ça part vite, hein, mine de rien, même si on va pas dans des palaces, un coup de 15, 20, 30 euros par-ci, par-là. Et ça, j'avais pas envie de le lâcher non plus à 100%, donc c'était important pour moi. Et du coup, entre ma rupture conventionnelle et le début de mon alternance, j'ai eu 6 mois. J'ai pu faire des stages, plutôt des observations chez des fleuristes de quelques jours. J'ai fait du bénévolat aussi. J'ai aidé dans un centre, de demandeurs d'asile pour m'occuper des enfants. D'accord. Ça m'a permis aussi de couper un petit peu avec tout ce Ouais. monde de la C'était une com. pause, en fait. C'était une pause qui était nécessaire, je pense, parce que si j'avais enchaîné même 2-3 semaines, ça aurait pas été assez. Enchaîner mon ancien métier à ce rythme qui m'attendait et que j'attendais pas aussi d'ailleurs, dense, ça aurait été trop. Donc cette pause, elle était vraiment bienvenue et je suis arrivée à la fin de cette pause en me disant: «Bon là, j'en ai marre, j'ai envie de recommencer, il faut que je Ouais. bouge». Ah, ça, c'est intéressant parce que, tu vois, souvent, on a peur un peu du trou dans le CV, tu vois. Mmh, Que ce soit de quelques mois ou peut-être un peu plus long pour un long voyage ou une vraie pause mmh, pour un autre projet. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est, en fait, à la fin, j'étais reposée. Enfin, j'ai pu combler ce besoin de pause et j'avais envie de repartir. Souvent, la peur, c'est aussi de se mmh. dire, mais si je m'arrête, je vais jamais repartir, en fait. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs phases. Il y a les phases au début où on a envie de rien faire. Parce que je pense aussi on est vidé et essoré de ce qui s'est passé avant. Après, je pense que ça dépend des gens. Moi, je suis quelqu'un, j'ai peur du vide. Donc, en fait, au début, compulsivement, je remplissais mon agenda, mais de n'importe quoi, hein. D'une séance de ciné, une expo, voilà. Mais en fait, je me disais, je veux pas devenir l'archétype de la nana qui traîne en jogo dans mon Au canapé. chômage, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Et qui attend que le temps passe. C'est mort. Donc, du coup, j'avais rempli mon agenda. Et j'ai fait des week-ends à droite, à gauche. J'en ai profité, c'est tout bête, mais pour aller voir un peu plus ma famille, Ouais. ma grand-mère qui est pas, sur place, enfin et en fait, j'ai rempli le temps avec des choses qui me manquaient Ouais. et j'avais l'impression de courir après tout ça pendant que j'étais au boulot Ouais, je comprends. et ça m'a fait du bien et aussi de donner mon temps pour d'autres choses, pour, d'autres, causes et puis me préparer psychologiquement et à ce qu'elle est Parce que arrivée. du coup, à ce stade-là, tu avais pas encore commencé ta formation. Non, du tout. Et comment est-ce que tu as choisi l'organisme de formation? Ouais, alors, déjà, moi, j'avais pas les fonds pour me payer une formation. Donc, dans tous les cas, j'ai commencé à chercher en me disant: «Alors OK, où est-ce que je peux aller sans que ça me coûte un rein?» parce que ça va très vite et je ne voulais pas non plus d'une formation, là où j'étais, l'école des fleuristes, l'école nationale des fleuristes, je vais me faire taper sur les doigts s'ils m'entendent. Ils proposent une formation adulte qui dure, quelques semaines, mois, où on a aussi des conventions de stage et cetera. C'est une bonne solution si on n'a pas envie de repartir 1 an en études ou si on est trop vieux pour, faire de l'apprentissage. Mais moi, je ne voulais pas ça parce que je me suis dit: «J'ai envie de voir la réalité du métier». Il y a qu'en étant dans une entreprise toute une année que je vais pouvoir voir comment ça se passe et les saisons sont tellement différentes dans le métier en termes de ressenti que c'était important de le faire. Et donc du coup, j'ai cherché, tout bêtement, hein, les organismes les mieux référencés, et donc mon choix s'est porté sur l'École nationale des fleuristes de Paris et pour plusieurs raisons.
Ils ont une qualité d'enseignement qui est quand même pas mal, des intervenants qui sont bien. Il y a des meilleurs ouvriers de France dans les maîtres d'apprentissage, etc. Ils ont un bon réseau. Il y a un syndicat qui est rattaché à l'école, donc qui permet aussi d'avoir quand même un carnet d'adresses sur la profession qui est important. Voilà, ils sont assez visibles. Les locaux, c'est tout bête, hein, mais c'était aussi pratique pour moi pour y aller. Enfin voilà, il y avait plein de raisons qui faisaient que je choisissais d'aller là-bas. Et donc, j'y suis rentrée en septembre. Et là, ça fait bizarre parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont soit... En fait, c'est juste après le bac. C'est-à-dire que tu peux faire, quand tu es fleuriste, un CAP en 2 ans. Quand tu sors quand tu as 16 ans, que tu as eu ton brevet, si je dis pas de bêtises, que tu veux pas partir sur une filière générale, tu veux faire fleuriste, tu fais un CAP en 2 ans. Si tu as déjà eu ton bac, le CAP est ramené en 1 an. Donc, en fait, on t'enlève les matières physiques, maths, etc., enfin les matières générales, et on te condense ton programme, donc en botanique, en art appliqué, en pratique D'accord. et en vente, on te le condense en 1 an au lieu de 2. Donc, c'est un rythme un peu plus rapide, mais encore une fois, sans dévaloriser la formation, ça reste du CAP. Il y a des choses qui sont denses, la botanique, etc. Ça peut être le plus compliqué si on n'aime pas trop les sciences. Moi, j'adore ça. Ça m'a rappelé mes vestiges de mon bac S de l'époque. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être bien sûr plus dures, mais là où on est tous sur le même pied d'égalité, c'est la pratique. Parce que qu'on ait fait, moi en vente, bon, les cours de vente, ils me servaient absolument à rien. Enfin, je sortais C'était ton métier, c'était quoi. mon métier. Ouais. Donc vraiment, je crois que d'ailleurs j'ai eu 20 à l'examen parce que je m'en serais T'es voulu arrivée en d'avoir en tongs. dessous. Oui, voilà, donc, je me suis dit, bon, ok. Mais par contre, là où on est tous sur le même pied d'égalité, quel que soit le métier qu'on a fait avant, qu'on sorte juste du bac ou qu'on ait 15 ans d'expérience dans un truc, c'est la pratique. Et quand on a eu une carrière professionnelle, je pense que ça nous remet un petit coup sur l'ego de se dire, ok, là je repars de zéro. C'est-à-dire, comment tu l'as vécu, toi? Je me suis rendu compte que j'étais pas patiente. Alors je le savais déjà, mais quand on bug sur une reco ou quelque chose avec lequel on utilise notre cerveau, c'est pas la même chose que quand on a des choses dans ses mains, Ouais. en l'occurrence des fleurs, qu'on nous demande un résultat, qu'on nous a montré, on regarde l'intervenant faire, on se dit oui, bon, ça va le faire, et puis en fait, on est dessus, et le temps que c'est pas parfait, on dit tu reposes, tu recommences. Et en fait, mon premier cours de pratique, c'était un bouquet extrêmement simple, hein. On est sur du feuillage et 5 roses. Mais en fait, ça paraît tout bête comme ça, mais il y a une technique qui s'appelle la vrille quand tu fais des C'est le bouquets. truc Voilà, où tu c'est tournes, là. exactement quand tu retournes un bouquet, tu vois que c'est un peu en spirale. Donc cette fameuse vrille qu'on t'apprend, c'est le premier geste qu'on t'apprend. Et en fait, ben, c'est tout bête, mais moi, il y avait des contre-vrilles, donc, et où mon bouquet était trop serré, où ma main était trop haute, ou voilà, et tout le monde. Et en fait, on repose, on recommence, on repose, on recommence. Et au bout de 3 fois, je me suis dit, je vais prendre les fleurs, je vais les balancer contre le mur. Je vais péter un boulon. Qu'est-ce que je fous là? Donc vraiment, il y a ce truc de se dire, OK, je repars de zéro. Donc ça aussi, C'est on une nouvelle respire. vie professionnelle. C'est ça. Ouais, il faut apprendre, Et je quoi. me retrouve avec des gens qui ont 20 ans. C'est pas parce que j'en ai 28, 29 que je suis plus avancée qu'eux et voilà, on repart tous du même niveau, quoi. Ouais, donc une petite leçon d'humilité aussi, Complètement, ouais. ouais. Je m'attendais pas à être aussi, dure, envers moi-même, de ne pas y arriver. Parce qu'en fait, chaque jour, je me disais: «J'ai laissé tomber une carrière pour ça, donc en fait, ma grande, tu as intérêt à y Ouais. arriver». Est-ce que ça t'a fait douter? Est-ce que, à certains moments dans le processus de formation, que ce soit à l'école ou pendant ton apprentissage, tu t'es dit: «En fait, Oh, ce sera peut-être pas ça»? je sais pas si c'est douter, complètement, mais je pense que c'était plutôt quand j'étais en entreprise. Le mois de décembre a été, hyper dur parce que, le mois de décembre, en fait, on nous disait: «Si vous continuez la formation après décembre, c'est que vous êtes fait pour le métier». Et je me dis: «Oh là, ils en font tout un pataquès, ça va bien se passer». Ça s'est passé, mais en fait, le mois de décembre chez les fleuristes, c'est un peu un marathon, parce qu'il y a une dimension qu'on a, qui est les sapins. Tous les fleuristes n'en font pas, hein, mais quand même les 3/4. Donc ça veut dire qu'en termes de logistique, c'est assez intense parce qu'on porte, on livre, on file les sapins, on les ouvre, on les machin. En plus de ça, il fait froid en décembre quand même globalement et dans les boutiques de fleurs, c'est très rare d'avoir du chauffage, hein. Et la porte est ouverte, au moins les week-ends pour, que les gens rentrent. On dit Ouais. toujours qu'un commerce avec la porte fermée, c'est pas accueillant.
Donc, du coup, les portes sont ouvertes. Donc, on est dans le froid. Et vu qu'il y a beaucoup de densité de travail, au lieu d'être sur un 35-39 heures, j'étais sur un 50 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire mardi, dimanche, sur toute l'amplitude horaire de la boutique Waouh. d'ouverture. Donc, Ouais. voilà. Et en Et même puis, et temps, puis, enfin, c'est quand même un métier physique. oui. Donc, tu es Toi qui debout, venais d'un milieu où où j'étais assise. finalement, ouais, enfin, les métiers de bureau, c'est des métiers Ouais. sédentaires. Mais Et je on se pense rend que pas compte. le plus dur, le corps se fait vite. Franchement, moi, j'ai eu peur de ça. Alors, la première semaine, j'ai douillé. Mais franchement, le corps, ça a été le plus rapide à m'y faire. Et puis après, je suis quand même aussi sportive. Hein, donc, un minimum, je ne suis pas quelqu'un qui suis 100% sédentaire. Donc, ça allait. Par contre, le plus dur pour moi, ça a été le rythme. En fait, d'être en décalé, je savais que j'allais être en décalé. Je savais que j'allais travailler des week-ends, etc. Et je me disais: «Si je suis passionnée par le truc, je le sentirai pas». Mais comme je disais en intro, ma vie sociale est hyper importante. J'ai un mari en plus qui, lui, est dans des métiers de bureau et où il se déplace en Europe, 2-3 fois par semaine. Et donc en fait, quand moi j'étais en congé les lundis, mercredis, lui il était, ailleurs en Europe, donc on ne se voyait pas. Le lundi, c'est cool d'être, en congé, on est à contresens de tout le monde, ça fait du bien. Et le soir, je finissais à 20 heures. Bien souvent, la boutique ferme à 20 heures. Le temps que tu remballes, machin truc, tu pars à 20h15 quoi, 20h20. Et en fait, quand les gens te disent: «Tu viens boire un verre après le boulot?» T'es rincé. Ouais, t'es Tu claqué, as quoi. passé 9 heures debout. Enfin, vraiment, t'es au bout. Et je suis rentrée des soirs où vraiment j'étais épuisée et je pleurais. Je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai laissé mon confort?» Et après, ce qui a été aussi très drôle, c'est que j'ai une super collègue qui s'appelle Claire, qui m'a beaucoup appris aussi pendant mon apprentissage, en plus de ma maîtresse d'apprentissage. Et en fait, quand je suis arrivée et qu'elle m'a demandé ce que je faisais avant, qu'on m'a parlé de salaire, et cetera, elle m'a regardée, elle m'a dit: «Mais tu une grande malade». Ah ouais. Moi, si j'avais eu la chance de faire des études et de gagner ce que tu gagnais avec le confort d'un bureau, j'aurais jamais fait ça. Alors qu'elle est passionnée par son métier. Ouais. Et du coup, oui, il y a des moments, tu te dis: «Est-ce que j'ai bien fait vraiment? Est-ce que j'ai bien fait?» Et c'est pour ça que j'ai pas continué d'ailleurs à 100 Ouais. de faire ça. Et alors justement, donc tu as réalisé ton apprentissage et Mmh. comment, à la fin de cet apprentissage, tu as commencé à réfléchir à une forme de slash? En fait, c'est arrivé plus tôt. C'est arrivé même très tôt, j'ai envie de dire. Quand je suis arrivée chez ma donc Camille, qui était donc ma maîtresse d'apprentissage, qui est maintenant ma cliente, en fait, elle passait par une agence pour ses réseaux sociaux. Et disons que j'ai regardé ce qui se faisait, je lui ai dit: «Pff, bof, là, enfin, en vrai, on peut faire mieux, on peut faire un peu plus créatif, on peut faire sympa». Et l'environnement floral, enfin, moi, c'est une passion. J'ai découvert, cet univers qui est sublime. Enfin, c'est Noël tous les jours quand tu as l'arrivage et que tu es passionné par ça et que tu découvres des nouvelles variétés. Enfin, D'ailleurs, vous vrai voyez pas, les auditeurs et les auditrices, mais tu as une fleur tatouée sur le poignet, tu as oui, des et boucles j'en ai aux d'oreilles oreilles. fleurs, vraiment ça fait partie de toi, quoi. Ouais, vraiment, ça date d'avant, pour le coup, le tatouage, d'avant que je fasse cette reconversion. Mais vraiment, il y a un truc qui m'émerveille là-dedans, et de me dire que la nature est capable de produire ça, c'est fou. Et donc, je me disais, je voyais ces réseaux et je me disais, mais ça ressort tellement pas. Enfin, vraiment, c'était très commercial, bon, très lisse, il y avait pas de vie, on voyait pas ce qu'elle faisait. Elle a quand même un talent incroyable et je trouve qu'on ne le valorisait pas assez. Et je lui ai dit: «Mais écoute, moi, c'était mon job quand même, donc si tu veux, sur mon temps de travail, Ouais. je t'accompagne là-dessus. Lâche ton agence, ça va te faire économiser, des centaines d'euros par mois et moi, je t'aide là-dessus». Et donc je l'ai fait sur mon contrat d'apprentissage. Et puis plus je le faisais, plus elle me disait: «Quand même, mais qu'est-ce que tu vas faire?» Et j'étais là genre: «Je veux pas retourner dans les bureaux, je veux pas reprendre mon job à 100. J'aime trop la fleur pour ça. Enfin, je veux continuer de pratiquer». Hem, mais j'aime bien m'occuper de tes réseaux pour le coup. Et elle m'a dit: «Écoute, franchement, si tu te lances à ton compte ou un truc, moi je te garde, enfin je veux que tu t'occupes de mes réseaux». Et donc l'idée a commencé à germer, où je me suis dit: «Mais pourquoi je pourrais pas couper mon temps en 2 en fait? Pourquoi je pourrais pas m'occuper de plus petites marques? Par contre, ne pas repartir sur de la com, pour, des gros groupes et cetera, Ouais. sauf quelques missions, enfin voilà, faut bien vivre aussi. Mais, globalement, d'être plutôt sur des petites marques ou voilà,
des artisans. Et donc, j'ai pris un café avec mon ancienne N+2, je lui en ai parlé un petit peu. Et je lui ai dit, bon voilà, je me tâtais potentiellement à me mettre là-dessus et tout. Et elle, direct, elle me dit, mais Laurie, moi, de toute façon, je t'ai dit que tu étais faite pour ce métier. Donc, ne lâche pas cette idée, c'est trop intéressant, c'est intelligent ce que tu veux faire. Accroche-toi au truc. Et donc, quelques mois après, donc au mois d'avril, j'étais quasiment sur la fin de ma formation. Elle me dit, bah, j'ai telle personne qui est venue me voir, qui lance sa marque d'huile d'olive sur le luxe. Je lui ai dit que tu pouvais l'accompagner sur les réseaux. Et donc, j'avais même pas lancé ma structure. Est-ce que ça te dit de la rencontrer? J'ai dit d'accord. J'ai été très cash dès le début en lui disant, bah, moi, j'ai 2 activités. Là, je suis en formation je suis en boutique jusqu'à fin juillet, début août. Je passe mon CAP en juin. Enfin, voilà. Donc, j'ai commencé quand même à travailler pour elle sur des recos, etc. D'accord. Et donc, je suis arrivée finalement à avoir mon diplôme où j'avais déjà 2 clients potentiels qui voulaient travailler avec moi sur l'année pour que je les accompagne tous les mois sur leur réseau. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ça s'est fait sans trop que j'y pense non plus. Ouais, c'était naturel, en C'était fait. naturel. En fait, c'est une forme de transformation de ton ancienne vie pro, C'est mais ça. adaptée à tes besoins C'est aujourd'hui, ça, quoi. exactement. Et après bah, j'ai eu mon coiffeur que je connais depuis 8 ans, qui lui, je sais, il en avait ras la casquette des réseaux. Enfin, ça le gonfle de gérer. Il m'envoyait un petit message parce qu'il suivait ce que je faisais, bien évidemment, qui ne se confie pas à son coiffeur quand on est en train de faire C'est couper clair. les cheveux. Moi, Et, ma coiffeuse est venue à mon micro. ouais, Donc, bon, tu voilà. vois. Et du coup, il m'a envoyé un message genre, mais en fait, combien tu prends pour faire ça? Parce que vraiment, moi, ça me saoule. Et donc, c'est devenu mon 3e client. Ah ouais. Donc, en fait, je suis arrivée en septembre. En revenant de mon voyage de noces, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Et en fait, je me suis dit, bah, banco, je vais pas prendre trop de missions parce que je veux me laisser du temps pour la fleur. Ouais. Aujourd'hui, la réalité étant quand même que c'est très saisonnier. Là, mai, juin, juillet, août, je vais avoir des mariages, donc je vais remettre le nez dedans. Ouais. Là, on va dire que ça a été plus calme. Je vais avoir la fête des mères aussi en boutique où je vais travailler 4 jours plein. Oui, parce que finalement, le métier de fleuriste, c'est quand même centré autour de fêtes Ouais, aussi. Donc, beaucoup. Valentin, fête des mères, Fête des mères, c'est la j'imagine. plus grosse fête chez les fleuristes. Ah, c'est vrai? Ouais, ça étonne souvent les gens, mais c'est le plus gros chiffre d'affaires et de loin. Généralement, c'est ce qui paye la fermeture estivale d'une boutique. Et en même temps, tu reçois une dose de... un shot, je sais pas comment dire, presque d'amour des gens, parce qu'en fait, ils sont tous sur ces fêtes-là dans une bonne vibe. Enfin, les gens sont contents de venir, même si des fois, ils attendent bien une bonne demi-heure, mais ils sont contents. Bah, c'est chill, ils vont faire plaisir J'ai à une quelqu'un. anecdote à ce sujet. Et il se trouve que Raconte-moi. en 3e, j'ai fait mon stage chez un fleuriste. Ouais, Bref, voilà. ok. Et sur la semaine de la Saint-Valentin. Ouais, waouh. Et j'ai été notamment en charge de livrer les bouquets. Ouais. Et je me souviens que ça m'a laissé un sentiment incroyable parce que, en fait, tu sonnes chez les gens et c'est une surprise et les gens, ils voient le bouquet de fleurs. Et il y a un truc vraiment de l'ordre de l'émotionnel, quoi. Exactement. Et je trouve que, sans se leurrer sur la réalité aussi du métier, t'as quand même un truc de waouh, quoi. Ouais, c'est ça qui est beau. Et t'as aussi un truc, on vient te voir et quand les clients rentrent, ils disent waouh, c'est beau, vous travaillez. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, toi, ton activité freelance en tant que fleuriste, finalement, elle est saisonnière aussi. Ouais. Tu viens en renfort dans des boutiques exactement, sur ces grosses fêtes. Et puis après, j'ai eu la chance de faire des choses plutôt sympas, donc qui changent de ce qu'on pourrait attendre d'un fleuriste, ou penser en tout cas. Par exemple, en décembre, j'ai fait le décor d'une production vidéo pour les Galeries Lafayette. Ah, c'est génial. Pour leur bûche de Noël. Donc, où j'ai fait le centre de table, le décor de table sur un thème un peu... Bacchus. Et donc, du coup, ça, c'est très chouette. Et c'est des choses que j'aimerais bien pousser plus à l'avenir parce que c'est hyper intéressant et on travaille pas de la même façon. Quand ça va être pour une production vidéo, il faut que ce soit sous tel angle hyper beau à tel moment que quand on travaille sur des fleurs en boutique où le bouquet, il faut qu'il dure 10 jours, ou quand on travaille sur un mariage ou un événement où ça doit être bien pendant 48 heures, on va dire grosso modo. C'est jamais les mêmes façons de travailler la fleur. Et vraiment, le travail, moi, j'ai adoré ce travail de vidéo. Ouais. C'est de se dire, quand je fais un centre de table pour un dîner, il faut qu'il soit parfait sous toutes les coutures parce que les gens vont être assis, donc ils vont voir en dessous s'il y a un trou, s'il y a un machin. Là, c'était filmé du dessus, donc en fait, ça servait à rien d'aller dans les détails. Par contre, tu peux faire plus généreux. Et en fait, tu vas travailler
techniquement, c'est pas juste, forcément, parce que il y a des zones qui sont plus chargées que d'autres. Mais en fait, c'est là qu'est le travail intéressant, je trouve, c'est de se dire, il faut que je sois dans l'œil de la vidéo, faut pas que je sois dans le travail technique floral. C'est trop intéressant parce qu'en fait, c'est tes deux regards. C'est Ouais. ton regard de communicante et ton regard C'est de ça. fleuriste qui m'apporte beaucoup. En fait, Ouais. les deux chacun nourrit l'autre. Mhm. Mais il y a des fleuristes qui sont extrêmement talentueux et des artisans, je parle au global, mais qui vont pas avoir les codes de la communication et en fait, qui vont pas percer parce qu'ils ont pas fait la vidéo qui marchait, parce qu'ils ont pas et en fait, c'est trop dommage et donc il y a des gens aujourd'hui comme moi qui ont fait, avant une autre carrière dans le marketing, dans la com, qui vont lancer leur business Et ça va marcher. et ça va marcher Ouais. parce qu'ils vont avoir déjà un réseau, parce qu'ils vont avoir les codes et cetera visuels, Ouais. mais qui vont quand même avoir beaucoup moins d'expérience et Oui, en fait, c'est tes compétences dans ton ancienne vie professionnelle qui sont transposables ouais, c'est pour ça. faire marcher ta nouvelle activité. C'est ça. Et ça, c'est non négligeable. Et je pense que Ouais. justement, c'est important aussi Ouais. de savoir d'où on part quand on a une nouvelle vie pro, tu vois. Complètement. Faut savoir en quoi ce qu'on a fait avant, faut se dire et ça ma coach m'a beaucoup aidée dessus. Elle m'avait dit: «Tout ce que tu as fait là, ça partira jamais à la poubelle» Bah et oui. c'est vrai que c'est hyper important et de se dire aussi qu'on prête beaucoup plus de risques qu'est-ce qu'il en est vraiment dans le fait de se lancer. C'est que, on est en France, on est quand même dans un pays où on a beaucoup d'aides si on se renseigne bien, Ouais. où il y a toujours un filet de sécurité quelque part. Si, on n'est pas bien dans son job, qu'on rêve de se lancer, heu, moi je dis faut le faire. Bien évidemment, il Ouais. faut pas se mettre dans une situation financière, complexe et il faut En pas, fait, ça se prépare. ça C'est une c'est ça, gestion de projet. Moi, je dis toujours à mes clients en transition pro, tu vas gérer un projet. complètement. Donc, bien évidemment, l'aspect financier est très important. Comment est-ce qu'on le gère, en fait? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait des Excel, bêtes et méchants, Voilà. et aussi, oui, il y a pas forcément un choix à faire. Il faut juste être, je pense, transparent avec ses clients. Moi, ils savent tous que j'ai 2 activités. Donc là, par exemple, j'ai aucun problème à dire, de tel jour à tel jour, donc là, je vais avoir plein de mariages et cetera. Quand c'est moi qui fais mes décors, ça veut dire que, 2h30 du matin, je suis debout pour aller à Rungis et derrière, j'enquille, sur ma journée de préparation et le lendemain, j'enquille sur l'installation. Donc en fait, je vais être éclatée et Donc, il n'y a pas de recours stratégique. il y a rien. Donc là, vous me laissez tranquille, je coupe mon téléphone et en fait, j'ai aucun mal à leur dire: «Là, les 3 jours qui arrivent, tu m'oublies, quoi». Je prépare bien évidemment le travail avant, je fais beaucoup de posts sur les réseaux sociaux et cetera, donc je programme tout. Je check quand même, j'ai une conscience professionnelle, mais par contre, Pas de stop. travail de fond. Ah non, je peux pas prendre d'appel, j'ai les mains dans le cambouis, en fait, donc de toute façon, mon téléphone, j'ai même pas le temps de le regarder. Donc ça, c'est hyper important, je pense, c'est d'être transparent si vous vous lancez sur une double activité avec les gens avec lesquels vous travaillez pour qu'ils comprennent votre rythme et qu'ils comprennent que peut-être à tel moment, un lundi, je vais pas travailler parce qu'en fait, j'ai fait du jeudi au dimanche la fête des mères et que là, j'ai juste besoin de dormir et Oui. de me reposer et de pas avoir la tête farcie. Parce qu'il y a ça aussi, c'est de se dire, la difficulté, c'est de prendre beaucoup de choses et de vouloir cumuler les 2 rythmes. Par ça, j'entends, de se dire: «On va réussir à bosser le week-end et puis le lundi, on renquille sur du bureau, c'est peut-être un peu moins fatigant parce que c'est que du bureau». Non, Ouais. En faut fait, c'est 2 types de fatigue différentes. complètement. Différents. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment la fatigue physique, et la fatigue, plus charge mentale, avec l'activité de consulting. Moi, je gère mieux la fatigue physique parce que, il suffit de dormir. C'est tout bête, mais on dort et par contre, ça c'est une grosse satisfaction dans les métiers, je trouve, manuels ou enfin, en tout cas, on utilise son corps et son outil de travail. On dort vachement bien quand on se réveille pas, du coup, au milieu de la nuit pour aller, chercher les fleurs, mais on dort vachement bien et on a une, liberté d'esprit Qui est énorme. et je parle de ça en étant salarié. On a sa boutique de fleurs, on cumule quand même. Oui. Parce que faut penser, à Tu as toute la partie ouais, entrepreneuriale, voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas me lancer dans une boutique parce que j'étais très consciente de ma capacité et de la place que je voulais laisser à mon travail versus ma vie perso. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que je trouve que sur des métiers d'artisanat comme les fleuristes, on se dit pas forcément comme ça que c'est possible de le faire en freelance. Exactement. Mais quand on rentre dans le milieu, on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les fleuristes ont du mal à recruter des CDI. C'est un gros sujet dans la profession, justement parce que les conditions de travail sont pas top et les salaires pas top non plus. Ils montent. Alors après, ça dépend énormément. Déjà de Paris versus le reste de la France. Et je dis Paris, grande ville aussi. T'as quand même
c'est sûr des différences de salaire. Enfin, le SMIC ne bouge pas. Ensuite, tu peux monter responsable boutique ou responsable d'équipe en fonction de la taille aussi de la boutique. Vraiment, ça va dépendre de où tu es. Mais un responsable boutique, il doit être autour de peut-être 2005, 3000 net. Je me rends pas trop compte. Je veux vraiment pas dire de bêtises, mais on va dire peut-être autour de 2500 sur une petite boutique. Ce qui, par rapport aux responsabilités, est pas énorme. Et là où tu vas gagner, on va dire, le plus, c'est en faisant des heures sup. Là, pour le coup, par contre, si tu es aux 39 heures ou aux 35 heures, tu es aux 35 heures ou aux 39 heures. Ouais, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et tu pointes tes heures sup, tu te notes vraiment toutes tes heures sup. Et par contre, tu arrives à la fin du mois, c'est là, j'ai Ouais, il X faut heures payer, quoi. en plus, il faut Ouais. payer. Et donc, du coup, c'est déplafonné, c'est 25%, puis après 50% de plus, puis après D'accord. payer double en Ah fonction ouais. du nombre d'heures et en fonction de la taille de la structure. Donc, c'est comme ça que tu peux te faire des gros salaires. D'accord. Ouais. Aussi en faisant des installs et des désinstalls, généralement c'est de nuit. Tu es payé double quand tu es sur un forfait de nuit. D'accord. 18. Mais ça reste des salaires qui sont, tu vois, même en free, pas énormes parce que tu enlèves tes charges. Si j'attaque la partie légale, si tu es sur freelance fleuriste, soit tu es une activité libérale parce que tu fais vraiment que de l'extra D'accord. dans les boutiques, etc. Et dans ce cas-là, c'est la même cotisation pourcentage que si tu fais du service dans la com, etc. Donc, c'est 20,6 de mémoire. Par contre, si tu fais tes décors et donc tu fais de l'achat-revente, là, tu passes sur une activité de négoce. Donc, mais du coup, oui, si tu passes sur une activité vraiment achat-revente, négoce, que tu dépends de la Chambre des métiers de l'artisanat, là, c'est une une cotisation à 10%. Donc moi, c'est ce que j'ai. J'ai Parce que 2 du coup, activités. ouais, comment ça s'organise? Toi, tu es en micro-entreprise? Exactement. OK. Et donc, tu as 2 micro-entreprises? Une seule, D'accord. Et avec 2 activités. Tu peux déclarer quand tu crées ta micro-entreprise plusieurs activités. Donc une d'accord. activité principale qui est pour moi la communication parce que c'est ce qui me rapporte le plus de chiffre d'affaires à l'heure actuelle. Et une activité secondaire qui est l'activité du coup de fleuriste, donc D'accord. en négoce, où là je suis rattachée à la Chambre des métiers de l'artisanat. D'accord. Et donc, en fait, quand je fais ma déclaration tous les mois, donc il faut bien que j'ai 2 fichiers comptables dans ma tête quand même, Ouais. parce que je déclare dans une case mes activités de service libéral en com, Qui sont imposés à un certain montant. voilà, à 20%, 20,6 URSSAF, et mes activités de négoce qui sont à 10 et quelques. D'accord. Donc là, par exemple, les mariages cet été, ça va rentrer dans cette case-là. OK. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut être discipliné. Ouais. Par contre, il y a des montants maximum de chiffre d'affaires à atteindre en micro-entreprise qui ne sont pas les mêmes entre Ah ouais? l'activité de négoce et libérale. C'est quoi la différence? Je crois que c'est... Alors, je les ai plus exactement en tête, mais je te donne une grande échelle. Je crois que c'est autour de 75 000 euros pour des activités libérales Ouais. par an. Et par contre, négoce, c'est 110 000. Ah Pour oui, la parce simple et bonne raison qu'on que achète et t'achètes. qu'on Bah revend. oui. Donc en fait, notre marge, voilà, sur le coefficient multiplicateur en moyenne dans les fleurs, c'est 1 fois 3 D'accord. entre ce qu'a acheté et ce qui a été revendu. OK. Sachant que sur les fleurs, tu mets pas de TJM, tu vends au forfait. Je sais pas, moi, pour mes mariages, un centre de table, c'est tant, une arche, ça dépend de l'arche, mais tu ajustes, mais c'est tant. Je vais rajouter du temps de transport ou de montage, démontage, mais c'est vraiment des forfaits. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu calcules un coefficient multiplicateur pour rentrer dans tous tes frais d'essence, de temps passé, d'installation, etc., etc., et puis d'amortir tes achats. Et du coup, pour gérer, toi, ta vie de freelance, est-ce que tu as des outils, des choses qui t'aident à piloter justement ces 2 activités? Alors moi, je suis très old school. Je suis pas très bien accompagnée sur les outils parce que j'ai pas pris le temps de chercher. Donc D'accord. j'utilise tout bêtement des tableaux Excel sur Google Drive et je fais un petit onglet par client. Après, ça peut être en fait difficile quand même il y a un côté un peu schizo hein, des fois où on est sur un truc, sur l'autre, je suis sur un devis d'un truc, je bascule sur une demande de mariage et ceci et cela. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Si on cherche un cadre hyper précis, un rythme très défini, Ouais. ça ne marche pas. Mais je pense, Oui, oui. même le freelance au global, enfin, Oui, il faut être quand même assez carré. Mais sur la ouais. partie outils aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand c'est pas forcément évident pour soi, de pouvoir avoir quelque chose de carré, tu vois, genre un devis fait dans un template que tu dupliques, que ce soit pour tes clients communication ou tes clients fleuristes, déjà ça aide. Moi, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Blanc et franchement, ils sont là, ils t'aident dès que tu as une question, tu peux leur poser, tout est clair, quoi. Et c'est beaucoup plus simple, en fait. Je pense que c'est hyper important d'être accompagné si on sent
Ouais, qu'on hésite sur certaines choses. Moi, je sais que quand je me suis mis en tête que quand ça allait se développer, encore plus en termes de chiffres et peut-être que mes 2 activités allaient plus s'équilibrer, je vais faire appel, je pense, à quelqu'un pour m'aider sur la compta ou ce genre de choses parce que j'ai pas envie de faire des bêtises et d'être Ouais, c'est rattrapée, hyper important. Et puis en fait aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on est freelance, finalement, notre cœur de métier, c'est pas de gérer la boîte. Exactement, c'est un autre métier, C'est hein. un autre métier, la compta, Mmh. le côté fiscal, etc. Enfin, ça prend Bah, beaucoup de temps, beaucoup énormément. d'énergie. Ouais, Et déjà, c'est vrai que sur le métier de fleuriste, c'est un métier qui a plusieurs métiers parce que tu as déjà le métier d'acheteur. mhm, Enfin, quand tu vas avec ta carte à Rungis, que tu fais tes commandes, il y a quand même un travail de sourcing qui est important, de savoir ce que tu vas acheter, chez quel fournisseur tu vas aller. Il faut que tu connaisses bien quand même le marché. Rungis, c'est grand et c'est petit à la fois. Enfin, tu arrives vite à voir avec qui tu peux travailler et qui tu peux pas travailler. Donc, tu as aussi ce métier d'acheteur qui est hyper important et qui est aussi une partie de gestion de tes comptes ouais, importante, enfin, ah pour ouais. gérer la quantité. Mhm. Tu vois, tu as une arche, tu as un Gestion de truc. trésor aussi, Ouais, quoi. c'est ça. Parce que ça, oui, c'est ça aussi, c'est que souvent, tu vas payer. Bon, tu peux laisser un peu traîner, c'est 30 jours max, mais moi, je demande toujours un acompte de D'accord. 30%. Mhm. On va dire une semaine ou deux avant l'événement pour pouvoir faire mes achats. Bah oui, Et ensuite, bah voilà, il paye le jour J quand je viens installer. Donc mes comptes pro t'es sont carré. extrêmement sains Ouais, parce que je pense qu'aussi il faut auto-entrepreneur finalement, en plus quand on bénéficie de l'ACRE la première année qui te permet du coup d'avoir moins 50%, on va dire, sur les charges, les cotisations que tu payes, on peut vite être tenté de se dire oh, j'ai pas tant de cotises, finalement, je vais me prendre un max dans la poche. Moi, je sais que je me verse en fonction des mois, 50% peut-être de ce que je gagne, sachant que je paye que 10% de cotisation depuis le début, plus on rajoute un peu d'impôts. Ben, ça me fait une belle trésor au bout de seulement 5 mois parce qu'en fait, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté, j'ai mis de côté. Et donc, surtout sur une double activité, s'il y a une activité où on a besoin de sortir de la trésor régulièrement, faut la construire dès le début. c'est hyper important, je suis d'accord avec toi. En fait, les métiers de freelance, c'est aussi des métiers où s'il y a un coup dur ou une baisse d'activité, un client, Mmh. fleuriste ou communication Qui digitale lâche. qui lâche, bah, en fait, il faut avoir le temps de se retourner, de trouver Exactement. un autre client, un autre partenaire. Et tu as raison, je trouve que c'est hyper important, la trésorerie. Et d'avoir une banque et des outils qui te permettent de piloter tout Mmh. ça et d'avoir une vision claire, De tu ce que vois, tu as. de ce que tu as et de où tu en es, je trouve que c'est vraiment très, très important. Et fleuriste aussi, il faut garder à l'esprit qu'il faut acheter des outils quand même. Ouais. Et puis aussi des choses pour tes décors, des vases, des arches, des fioles, des machins. Ça va très vite. Et donc, du coup, ouais, il faut avoir des comptes sains. Donc, dans tes deux activités, tu dirais que en termes de temps, quelle est la part pour la com et quelle est la part pour la partie fleuriste? Ça va dépendre, encore une fois, des périodes. Tu vois, par exemple, au mois de mai, là, je pense que je vais presque être à 50-50. D'accord. Parce que j'ai 2 mariages, j'ai le week-end de la fête des mères, bah, ça va me prendre en tout une dizaine de jours, tu vois. Par contre, au global, je dirais que c'est plutôt du 70-30, voire 80-20, donc pour la com en majorité, à certaines périodes. Moi, j'aimerais bien rééquilibrer ça, D'accord. mais j'ai aussi un problème logistique pour l'instant qui est que bah, je suis à Paris, dans un appartement, donc je n'ai pas d'atelier. Donc Ah là, ouais, on est en train, avec mon mari, d'avoir un projet de petite résidence secondaire super. en Normandie, très proche de Paris. Et du coup, pour moi, là, ce serait l'occasion, justement. L'idée, c'est que j'installe mon atelier là-bas Trop cool. et que je puisse avoir, bah, c'est tout bête, mais une camionnette que je puisse garer Ouais. là-bas. Donc voilà, ça, c'est aussi un truc quand on commence à développer. Et c'est ça qui est dur, c'est que la com a été plus facile à développer au début. Déjà parce qu'aussi j'avais le réseau là-dedans et aussi parce qu'en termes d'outils, Oui. je me suis racheté un iPhone Pro et puis Et voilà c'était bon, quoi. quoi. Mais ça, c'est un truc qui est hyper, hyper important. Dans les métiers freelance, les métiers de marketing, de commercial, etc., c'est non négligeable qu'en fait, l'investissement de départ, Quasi zéro quoi. il est quasi Ouais, nul, à part quelques ouais, outils et un bon ordinateur. c'est ça. L'investissement, il est minime. Et tu disais tout à l'heure, on a de la chance parce que c'est aussi en France facile de faire ce switch de salariat à free. Toi, ce qui est trop intéressant, c'est que tu as les deux activités. Tu as cette activité où finalement le lancement en com, il te coûte pas grand-chose. Non, Mais en tant que fleuriste, l'investissement ouais, initial, il est quand même plus c'est important. ça. En tout cas, il se construit sur le plus long terme. Exactement. Et du coup, finalement, mon activité en com vient aussi financer
mon activité de fleuriste. Parce que c'est grâce à ce que j'ai ramassé, on va dire, sur mes contrats en com que j'ai pu faire ma trésor. Et donc, c'est cette trésor-là, finalement, pour mes activités de com, à part m'acheter un outil ou deux, j'y touche pas. Donc, en fait, par contre, elle va me permettre d'acheter ma camionnette. Elle va me permettre d'avancer les frais quand j'ai besoin avant d'être payée par les clients. Elle va me permettre de faire du stock, etc. Donc, en fait, l'une vient aider l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'hésite pas à prendre des missions et à carburer sur la com un peu plus. Parce que je sais que sur la période où je vais être sur les fleurs, sur l'été, etc., ça va vachement m'aider et ça va me permettre d'être un peu plus relax si j'ai un client qui me paye un peu en retard, tu vois. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est une force aussi du modèle du slash, Oui, tu vois. t'es pas dépendant d'une seule Tu mets activité. pas tous tes œufs dans le même panier, Exactement. en fait. Et je me dis aussi, demain, mon activité de freelance, elle connaît un down. Je sais pas pourquoi. Je perds des clients. Enfin, on sait jamais de quoi demain est fait. Je me dis, je peux toujours trouver, même en retournant salarié, un CDD, un mi-temps chez un fleuriste. Ça recrute beaucoup. Ils ont du mal à recruter. Bah voilà, je descends dans la rue, j'en trouve un ou deux. Je fais un mi-temps quelque part, le temps de remonter un peu la pente. Ouais. Plus facile que de repasser 1000 process d'entretien pour faire un CDI dans une boîte de com, quoi. Et ce dont j'ai pas envie en plus. Ouais, Donc complètement. c'est aussi d'avoir ajouté une corde à mon arc et une sécurité, enfin moi qui me rassure en tout cas, de me dire si jamais je peux faire ça. Tu dirais que ça t'a pris combien de temps finalement pour vivre de ces activités-là? Bah dès le début. Ouais. En fait, vu que j'ai anticipé avant même de finir ma formation, j'ai eu mon salaire d'alternance qui est tombé le dernier fin août. Septembre, je n'ai pas encore facturé. Je crois que j'ai fait ma première facture en octobre, donc j'ai été payée un mois après, donc fin novembre. Donc si, j'ai dû avoir 2 mois de Pôle emploi pour m'aider, mais voilà quoi, au bout de 2 après, t'as mois, pu te payer, quoi. là j'ai Pôle emploi, j'ai fait une demande. Alors ça, c'est un dispositif aussi que je recommande. Si jamais vous êtes chez Pôle emploi et que vous créez votre société, j'ai demandé l'ARS. Donc, si on a l'ACRE à l'URSSAF, donc cette aide de décote, qu'on a été chez Pôle emploi, on peut demander l'ARS qui, en fait, permet de toucher un pourcentage de ce qui nous reste d'indemnité journalière. 40, non? Alors, Je avant, sais c'était plus. 40, maintenant, c'est 60%. Ah Alors, moi, ouais. j'ai pas de chance, puisque avec la date de ma fin de contrat, je suis au 40%. Maintenant, c'est passé à 60% depuis fin d'année dernière. D'accord. Donc, ça permet d'avoir 60% des indemnités qui nous restent versées en 2 fois. Une première fois, la création de la société, et une deuxième fois, 6 mois après. Et donc, quand on se lance dans des activités type fleuriste où on a besoin d'investir, ça peut permettre de faire une trésor de départ. Donc, c'est un calcul qui se fait. Est-ce que vous préférez recevoir une aide tous les mois pour compléter votre chiffre, parce que ça peut se faire aussi, ou est-ce que vous gagnez assez et donc peut-être que c'est intéressant de prendre la trésor. Ouais, c'est bien, hein. Cet apport en trésor, il est quand même non Et c'est négligeable. pas connu forcément. J'en ai Ouais. parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit mais j'avais jamais vu ça. Donc vraiment là-dessus, il faut toujours se renseigner sur ce qu'on peut avoir. Il existe beaucoup de choses. Carrément. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Alors, YOLO. ouais, voilà, c'est un peu Un jour ça. à la fois. En fait, c'est un peu. Et là, je t'en parlais un petit peu en off tout à l'heure. C'est vrai que j'ai eu un petit down là, ce début de semaine très récent. Parce que justement, je me suis rendu compte que j'arrivais pas tant que ça à cloisonner. Moi qui m'étais dit, c'est hyper facile, je vais tout organiser, mes journées, je suis quelqu'un d'hyper organisé en plus, nanan. Je me suis rendu compte que le travers, c'était justement de ne pas réussir à me mettre de barrières et de limites sur mes horaires de travail. Donc, plus sur le côté com, d'avoir mon téléphone que j'allume dès le matin, mon téléphone pro. J'ai même pas eu le temps de déjeuner, que je suis déjà en train de regarder des trucs, de culpabiliser si j'éteins à telle heure. Et en fait, le fait aussi de bosser avec des artisans Ouais. qui travaillent en décalé. Donc, moi, le samedi, j'ai envie de me reposer, de profiter de mon week-end. Eux, ils m'envoient encore des trucs. C'est compliqué de mettre les barrières et donc là, il faut vraiment que je travaille là-dessus pour que mes semaines ressemblent un peu plus à quelque chose. Globalement, j'ai fait le choix de ne pas remplir mes journées à 100%, parce que déjà, il y a aussi une limite à un compte fixe. Freelance, on peut aller à la course aux missions, ça peut ne jamais s'arrêter, on peut faire des journées de Ça 12 peut être heures. une fuite en avant, hein. Ouais, c'est Franchement, ça. si tu dis pas Si stop. tu dis pas stop, moi je sais de combien j'ai besoin pour vivre. Je sais qu'au-dessus, je suis toujours contente de les prendre, mais c'est pas. On va dire que la rémunération, moi, c'est pas ce qui me fait avancer le plus. Je préfère être équilibrée dans mon quotidien que de gagner 5 000 euros par mois. Donc, j'ai fait le choix de gagner un peu moins pour l'instant, avec des quand même très beaux mois. J'ai des pics de temps en temps, mais on va dire que globalement, je suis sur un salaire plutôt correct. Et donc, ça me permet d'organiser mes journées en faisant
un peu de mission par-ci, par-là. Je me pose 1 heure ou 2 le matin, je fais un point, je bosse sur mes contenus. Je vais souvent aussi 1 semaine sur 2 en tournage chez mes clients pour faire des vidéos chez la fleuriste, pour faire des vidéos avec l'huile d'olive, ce genre de choses. Ouais. Donc ça me prend un peu de temps aussi, mais plutôt 1 semaine sur 2. J'ai généralement 1 semaine très dense, 1 semaine un peu plus calme. Ça m'a permis aussi de lancer un podcast que je voulais créer depuis un moment. Très bon podcast. Merci. Bravo. Qui s'appelle Les Façonniers, où justement je voulais mettre en avant la réalité des métiers qu'on connaît un peu moins, qui ne sont pas les métiers de bureau, et montrer que c'est pas forcément toujours des paillettes, et ce que ça implique comme formation, etc. Donc j'ai voulu aussi me laisser du temps pour faire ça. Et puis après, fleuriste, j'aimerais bien réussir à caler dans mon agenda le fait de juste 1 heure comme ça, sans rémunération, mais juste pouvoir en fait passer à la boutique où je travaillais avant. Et elle m'a dit, tu peux venir quand tu veux, pour juste filer un coup de main en fin de journée et moi mettre un peu les mains dedans. Parce que là, aujourd'hui, dans ce que j'ai pas encore réussi à bien faire, c'est que ça me manque un peu de pas en avoir toutes les semaines. J'ai des semaines qui sont plutôt, même si je suis pas derrière mon ordi tout le temps, parce que je bouge et puis que j'ai le temps de faire autre chose, ça me manque un peu là de pratiquer. Je pratique pas assez. Là, ça va me faire du bien les mariages parce que je vais remettre la tête dedans et les mains dedans. Mais voilà, faut que j'arrive. On va dire que c'est le truc à réussir à rééquilibrer, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Puis je sais pas s'il y a un équilibre parfait, tu vois. Je pense que ça n'existe pas. Ouais. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais arriver à faire 50-50. C'est pas possible. Ça dépend aussi de la demande des gens. Et par contre, ce qui est important, c'est de réussir à continuer de pratiquer parce que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais quand même, c'est les mains qui se font au métier. Et c'est des métiers, on a beau avoir les techniques, si on ne pratique pas régulièrement, on va pas c'est un métier d'artisan. C'est donc, ça. Dans tous les cas, c'est ça. Tu sais faut que la main il se fasse aux gestes, aux produits, etc. Génial, trop bien. Tu sais que ça me donne envie d'avoir une je vais t'interviewer dans 2 ans, tu vas être céramiste. Une activité manuelle. Non, mais c'est un truc auquel je pense pas mal. Je suis énormément derrière mon ordinateur et tu vois, je me dis... ça fait du bien. Franchement, j'aimerais bien, pas du tout de suite, mais me dire un jour... j'aurai un combo, tu vois. Donc, je suis trop contente de ton témoignage parce que c'est hyper inspirant. Je suivrai ça. Peut-être dans les façonniers dans 3 ans, qui sait. Avec grand plaisir. Laurie, on arrive à ma dernière question, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans ? Alors moi, il va être très clinquant, mon board. Vas-y, envoie-nous les paillettes. Je vais pas te sortir des noms d'entrepreneurs, etc. Parce que j'ai un peu la phobie des entrepreneurs. Enfin, c'est horrible, mais genre LinkedIn, tous ces morning routines, ça me... Waouh, non, j'arrive pas. Du coup, je vais te sortir donc 3 noms. Le premier, ça va être Emma Watson. Ouh, j'adore. Voilà, parce que je trouve que elle a su transformer une image, ou voilà, Harry Potter, quoi. Porter l'égalité homme-femme à des grands sommets de décision et d'institutions. Elle est créative, elle est passée à la réalisation. Enfin, elle fait la littérature. Elle a aussi beaucoup œuvré pour contrer l'illettrisme, faire découvrir des œuvres, etc. Et en fait, je trouve que c'est une femme hyper inspirante qui ne se met pas de limites, qui ne se laisse pas enfermer dans une case et qui est hyper créative aussi. Et donc, pour avoir des guidelines un petit peu. J'adore. J'aimerais beaucoup l'avoir. Tu sais que je crois que tu es la première à le dire. Je me dis, mais oui, bien évidemment. Emma Watson. La deuxième personnalité, ce serait Jay Shetty. Je sais pas. Donc, qui est donc, si certaines personnes ne connaissent pas, donc qui est un Britannique d'origine indienne qui a été moine pendant plusieurs années, qui est maintenant hyper connu parce qu'il fait beaucoup de développement personnel. Il a un podcast qui s'appelle On Purpose qui est incroyable où il interviewe des grandes restas et il donne des conseils sur notre quotidien, sur avoir confiance en soi, etc. Le mec a quand même bossé chez Accenture après avoir été moine. Donc j'adore cette vie. Voilà, moine, Accenture. C'est vraiment, il a un parcours de fou et il est plein de sagesse. Et je pense que moi, qui suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'émotionnel, d'avoir quelqu'un comme ça qui est capable de recentrer, de m'aider à me focus, décanter tout ça, m'aider à faire la part des choses, ne pas mettre trop d'émotions quand il y en a pas besoin et en mettre quand il y a besoin. Enfin, et quelqu'un qui est hyper inspirant. J'ai besoin de ça aussi. Donc Jay Shetty pour le deuxième et la troisième personne, ce serait Beyoncé. Ouh. Parce que elle
pareil, j'ai besoin d'une vraie badass, quoi. Ouais. Et elle, enfin voilà, elle est incroyable pour sa musique, pour ses shows, etc. Mais c'est une businesswoman de fou. Ouais. La nana arrive à être partout, à chaque fois où on l'attend pas. Et ça, Mais je attends, trouve mais que le c'est une nombre force. d'albums, Oui, moi je suis de loin et je suis mais comment elle a pu sortir un album de 24 titres titre. Elle a mis alors 3 ans que dessus, hein. ouais, mais Et elle en elle a tournait sorti en un même temps. il y a un an et demi, 2 ans. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que... Prolifique. Et en plus, quand elle bosse un sujet, elle le bosse à fond. Donc, Ouais. je pense qu'elle peut apporter, dans mon board de rêve, le côté rigueur, la confiance en soi, et ouais, l'intelligence créative aussi. Parce que quand elle entreprend un truc, quand elle a une décision créative, tout est symbole, tout est hyper pensé, tout est millimétré. Waouh, c'est clair. Et donc, du coup, je trouve qu'elle est hyper inspirante, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique. Je trouve On ne peut que reconnaître. Ouais, que reconnaître son travail et ce qu'elle a su faire. Enfin, voilà, la nana, C'est aujourd'hui, clair. c'est une référence dans énormément de milieux. Et elle a réussi aussi on va dire, à garder un équilibre perso, je pense, dans le sens où elle est très protégée. Enfin, on voit pas, elle dévoile ce qu'elle veut dévoiler. Ouais. Elle a aussi une maîtrise parfaite de son image. Et ça, je pense que quand on arrive dans un business, qu'on monte son business, c'est hyper important. Et moi, j'ai plus de mal avec ça. De savoir définir ce qu'on donne à ses clients Ouais. et de sa personne et ce qu'on garde pour soi et définir un petit peu son soi personnel et professionnel. Et je pense que là-dessus, elle serait aussi d'une très grande aide. Donc voilà, mon board, Emma Watson, Génial. Jay Shetty et Beyoncé. Waouh, bah écoute, je te souhaite de vivre ce dîner un Ouais, jour. bah, moi, j'aimerais bien, ouais. Invite-moi s'il te plaît si ça Avec arrive. grand plaisir. Laurie, je mettrai toutes les informations pour découvrir ton travail sur Ouais. ton activité de communication digitale. Ton site est très bien fait. Merci. Je l'ai vu, j'étais là, c'est très clair, j'adore, tout est carré, on comprend tout à fait ce que tu fais. Donc, vous pouvez aller voir, le lien est en barre d'infos. Et je mettrai aussi le lien pour ton podcast, qui est vraiment très chouette. Ravie de t'avoir rencontré en vrai, Bah oui, enfin. ravie également. Et Merci je de te m'avoir dis reçue. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Laurie Freitas. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre comment construire une vie professionnelle de slasher en combinant digital et artisanat. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.